Salut les gars, t'es bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Yorick. Salut Yorick. Salut les gouttes, salut Antoine, bonjour Jonathan. Aujourd'hui, Bonjour les on gars. a, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jonathan Hiver, justement, que vous avez connu avec ses victoires sur Paris-Nice en 2018, notamment. Ancien coureur pro, qui avait arrêté sa carrière en 2022, il me semble. Et aujourd'hui, il est là pour un sujet assez spécial. C'est pour parler des différentes chutes qui ont eu lieu dans le monde du vélo ces dernières semaines, notamment, bien qu'il y en ait régulièrement. On lance aujourd'hui un nouveau format qui est On en débat, la déclinaison de On en discute que vous connaissez. Aujourd'hui, du coup, on va revenir sur ces différentes chutes à travers plusieurs questions qu'on va vous expliquer au fur et à mesure. Mais avant de commencer, est-ce que Yorick, pardon, tu peux me raconter et nous raconter à tous un peu une mise en contexte de tout ce qui se passe dans le monde du vélo. Ouais, bien sûr, bon, c'est un sujet qui fait l'actualité ces derniers temps. On a vu beaucoup de personnes en parler sur les différents médias, parce qu'on a assisté malheureusement ces derniers temps à beaucoup de grosses chutes. Donc on se souvient forcément celle du Tour du Pays Basque, où Vingegaard, Remco, Roglic notamment ont dû abandonner. Et il y en a eu aussi sur la route Tourangelle, sur à travers la Flandre, avec Wout van Aert et Mats Pedersen notamment, ou encore Paris-Camembert et Cholet-Pays de Loire. On avait vu également l'organisation de Paris-Roubaix qui s'était illustrée en créant la chicane qui avait fait quand même un sacré débat juste avant la trouée d'Arambert. Donc c'est quand même une actualité assez chargée avec les chutes. Et on a vu notamment Jonathan et beaucoup d'autres coureurs échanger sur le sujet sur Twitter. Ouais. Et du coup, en fait, on a vu Maël Guégan qui a commencé à parler de ça sur Twitter, qui a donné quelques pistes de solutions. Valentin Madouas a participé au débat. Puis après, il y a eu Nicolas Fritsch, qui est du late cycling. Puis également, du coup, Jonathan Hiver et Benoît Cosnefroy. Donc c'était assez intéressant de voir des avis assez divergents sur la question, chacun avec son regard également. Et du coup, pour commencer à centrer un peu le débat, en première question, je voulais savoir ton avis, Jonathan, sur les chutes. Comment expliquer cette forte accumulation de chutes, surtout ces dernières semaines, et qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben en fait, moi je suis pas pour dire les cyclistes sont des guerriers, il faut rester comme ça, il faut se battre et tout pour créer des chutes. Non, non, pas du tout. Le but c'est pas qu'il y en ait. Moi, quand j'étais coureur, j'étais plutôt très prudent et du coup c'est pour ça que ça m'interpelle ces sujets en ce moment parce que j'ai pas arrêté de m'arracher les cheveux toute ma carrière à cause de ça. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Après, bon, des chutes, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, comme tout le monde le sait. Euh, Moi, je trouve il y a deux choses à séparer, c'est-à-dire les chutes lambda, quand ça roule tranquille, une maladresse ou voilà, un coureur dans son coin, bon, qui peut en faire Mm, tomber d'autres, c'est petit, hein. Et puis mm. il y a les vraiment dans les moments importants, et c'est là qu'elles sont les plus grosses. Je pense que le Ouais. débat sur ce là, c'est les grosses chutes. Et là, bah, selon moi, il n'y a quasiment jamais rien à y faire. En fait, c'est un espèce de concours de circonstances et c'est euh, c'est malheureux. Mais par exemple, la chute à travers les Flandres, Mm. Van Aert, la route de son collègue, mais ça, un coureur, il t'en évite 10 des chutes comme ça dans la journée. Qu'un mec se met en danseuse, ça le recule d'un mètre, tu touches presque la roue, bah, tu l'évites. Là, il l'a pas évité, ça a fait un strike, c'est malheureux, mais là-dessus, il n'y a rien à y faire. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est celle qu'on pourrait un petit peu limiter, c'est-à-dire les chutes tendues, les grosses chutes, elles arrivent quand c'est très tendu, c'est soit dans le final de la course, soit dans les Mm. moments clés. Les autres Ouais. chutes, elles sont moins vite, donc on n'en parle presque pas, ça touche moins de monde, c'est moins violent. Les chutes violentes, elles sont soit dans le final, soit dans les moments clés. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça roule très vite. Faut être placé, c'est tout le monde va être placé, donc ça frotte, et si ça frotte, ça tombe. C'est inévitable. Ça, c'est mon avis. On peut, pour moi, il y a qu'une chose à faire, facile du jour au lendemain à faire c'est pas éviter que ça chute, c'est surtout éviter que ça frotte pour rien. Mm. Mm. Euh,
Pour moi, la règle des 3 km, il faudrait la passer à 5. Parce qu'il y a plein Mm. de mecs qui n'ont rien à faire là dans le final, enfin, selon moi. Quand on regarde une arrivée au sprint, la moitié des mecs qui frottent n'ont presque rien à faire là. Et ça, ce serait une règle facile. Ça ferait un petit peu moins de chaos dans le final et ça serait moins dangereux pour les coureurs. Après, pour tout le reste, le placement, ça restera toujours le placement, peu importe où, sur une course comme les Flandres, n'importe où. Tu as un virage, tu as une côte, tu as un pied de descente, tu as tout ce que tu veux. Un village à traverser qui est con, tu te places avant. Le problème, c'est que tout le monde le fait. Mais il y a pas, selon moi, il n'y a pas de facteur. Alors, tout le monde répète bêtement, ouais, c'est les oreillettes, c'est le capteur, c'est je sais pas quoi. Mais quand ça roule à fond dans les moments tendus, mais t'as personne qui est en train de tripoter son oreillette, t'as personne qui est là à regarder son compteur, t'as personne qui est. Les DS dans l'oreillette, ils sont pas. Dans l'oreillette, il se passe quasiment jamais rien dans une oreillette, en fait. Il n'y a pas tout le temps Ouais. quelqu'un qui est en train de faire une oreillette. Dans les moments où c'est tendu, les DS, ils laissent les coureurs tranquilles, souvent en plus. Euh, donc, moi, on peut toujours enlever les oreillettes, je m'en fous, je suis plus coureur. On peut enlever les capteurs, je suis plus coureur. Je crois pas que ça va changer grand-chose. Les gars, ils vont se placer comme avant. Les coureurs, des fous furieux dans ces cas-là. C'est pas le cyclo du coin dimanche matin qui roule un peu, qui veut se placer dans son groupe. C'est pas ça du tout. Si vous avez déjà vu les caméras embarquées, vous Ouais. regardez la Furixé, t'en as pas un qui laisse sa place. Et Euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, tous les jours que je courais, je disais, mais c'est miraculeux qu'il n'y ait pas des gros cartons. Et là, il y en a mm. eu. Voilà. Mais tu reviens 10 ans en arrière avec les vélos qui allaient moins vite et les tenues qui allaient moins vite, les braquets peut-être un peu moins gros. C'était quand même des miracles si ça chutait pas. Ça, Mm. c'est mon avis. Hmm. Et ouais, certains coureurs, pardon, demandent des limites de braquet. Donc moi, je pense qu'il faut écouter les coureurs parce que c'est eux les principaux concernés. C'est pas comme comment dire. Il y a plein de suiveurs qui donnent leur avis, mais qui n'ont pas trop d'idées de ce qui se passe dans le peloton. Les coureurs, quand on leur demande, qu'est-ce qu'ils disent la plupart du temps? Bah, ça vient surtout des coureurs. Il y en a Hmm. beaucoup qui Ouais. disent que ça vient des coureurs. Moi, je suis assez d'accord avec. Les parcours, des fois, sont limites, mais tu prends la chute au Pays Basque, là. Chute au Pays Basque, bon, la sortie de virage était très con et surtout mal aménagée avec les rochers et tout ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui a loupé un virage, quoi. C'est sûr, son Ouais. vélo, il va vite. À un moment donné, tu es capable de savoir aussi à quelle vitesse tu peux prendre un virage. Là, ils ont été surpris. En fait, ça arrive. C'est malheureux, mais ça arrive. T'enlèves un compteur, une oreillette ou un braquet, le mec, il loupe son virage pareil, hein. Même avec un. On dit les Mm. guidons sont trop petits. Les guidons sont trop petits. Bah, on peut les limiter à une certaine limite, mais moi, je crois que ça changera pas grand-chose. Est-ce que toi, entre le début de ta carrière, dans les années 2000, 2005, 2006, et jusqu'à de la fin de ta carrière, tu as vu une évolution concernant forcément du coup la vitesse dans le peloton, mais la dangerosité? Est-ce que les coureurs frottent plus, tu penses, maintenant? La vitesse, oui, de toute façon, les vélos vont un peu plus vite, mais on parle de 2-3 km/h. C'est pas non plus un 2-3-5 km/h quand ça va vraiment vite. C'est pas Mm. non plus un pilotable, quoi. Ouais, Euh, Quand tu tombes à 5 km/h de plus vite, bah, effectivement, tu peux te faire plus mal. Ça, c'est vrai. ouais, Mais ouais, 15-20 ans, bah, qu'est-ce qu'il y a eu de différent? Moi, je trouve que c'est le niveau du bas du peloton qui est vachement remonté. Donc beaucoup de coureurs sont forts, mm. super bien préparés. Et quand tu es super fort et que bah, tu crois en tes chances, tu crois que tu vas faire quelque chose, donc tu vas te placer plus, tu vas prendre plus de Ouais, et tout. risques. Mm. Il y a moins de concurrents lâchés et moins de concurrents lâchés. Du coup, bah, un peloton plus dense et plus de mecs à frotter. Donc forcément, on rajoute des mecs sur un endroit où il y a toujours autant de place, donc, et des fois même moins de place puisque les routes sont moins bien aménagées qu'il y a 15 ans. Bah, c'est très intéressant. Je suis d'accord. C'est très intéressant. Tu parlais du comportement des coureurs. Je me rappelle récemment sur une des Flandriennes, il y avait eu un moment où voilà, Danny Van Poppel, il avait fait une erreur dans le final. Et tu voyais que tu avais un zoom caméra quand même qui le suivait précisément et qui montrait aussi à quel point c'est difficile quand tout le peloton est très 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 resserré pour se replacer. Et du coup aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance justement à force de vouloir se passer, du coup tu parles
nivellement vers le haut du niveau global des cyclistes professionnels aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en parlant de comportement, des coureurs qui n'ont pas forcément, parce qu'on va pas se mentir, frotter, c'est aussi un art quand même. Enfin, faut être habile de savoir jouer des coudes, les coups de casque, etc., d'être à l'aise dans les petits espaces. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de plus en plus de coureurs qui sont pas forcément à l'aise dans cet exercice et qui vont quand même essayer de forcer pour leur intérêt personnel ou parce que c'est la stratégie d'équipe d'aller se replacer, quoi. Ouais, carrément. Dans tous les cas, il y en a qui sont super à l'aise, d'autres moins. Moi, j'étais moins à l'aise, donc j'y allais pas. Ou alors par façon de temps en temps quand il fallait jouer un truc, mais c'était soit Mm. tout devant, soit tout derrière en fait. Ouais, c'est qu'il y a des mecs qui toute la journée ils frottent, mais pour rien. Euh, mais je me rappelle, moi j'étais minime ou cadet, j'étais allé voir une étape du Tour, je sais plus, l'arrivée elle devait être à Angers, je crois de mémoire, j'avais 15 ans. Mm. J'étais juste après la ligne, enfin 100 mètres après la ligne dans la zone. J'entendais des mecs comme Cédric Vasseur qui était coureur à l'époque, des mecs qui venaient de franchir l'arrivée, ils gueulaient parce que les mecs frottaient n'importe comment, mais ça fait 30 ans. Non, Mm. ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Mais là, dans les bus, après l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit, putain, mais c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Et les mecs, il y a des noms qui ressortent, mais c'est même jamais les mêmes, en fait, c'est un peu tout le monde. Et après une arrivée, dans les débriefs et tout, c'était n'importe quoi. Voilà, c'était n'importe quoi. Mais c'est pas le mec dans l'oreillette, c'est pas le capteur, c'est les coureurs qui font n'importe quoi. Moi, Mm. franchement, je dis, à tous les instants, c'est n'importe quoi le peloton quand ça frotte. Mais on est tous responsables. Il faut aller frotter. Si t'es pas placé, tu passes pas. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? T'aurais pas d'oreillette, ça serait le même débat, hein, parce que tu les connais les moments où il faut te placer. Tu en as 3, 4, 5, 10 suivant la course où il faut être placé. T'as pas l'oreillette, tu le sais quand même. Ouais, ça Et, décalerait le problème parce que derrière, justement, au lieu d'avoir l'oreillette, ça serait surtout dit, surtout dans le briefing où les DS, justement, je pense que s'il n'y avait pas l'oreillette, un truc comme ça, ils appuieraient vraiment sur le moment, ok, les gars, là, faut être vraiment placé et répéteraient deux, trois fois et même sur les potences aussi, au niveau des points stratégiques, tu aurais les repères, etc. Donc ça décalerait juste le problème, quoi. Ça décalerait le problème. Après, moi, je pense on peut. Moi, déjà, je suis plus coureur. Il faut écouter les coureurs déjà. Mais quoi qu'ils demandent, je pense que ça changera malheureusement rien. mm. On peut enlever demain, toutes les oreillettes, tous les capteurs, limiter un peu le braquet, et puis je ne sais faire quoi d'autre encore, mettre des cartons jaunes ou je sais même plus les solutions qui ont été évoquées. Mais on verra même pas la différence, nous, à la télé. Et les coureurs dans le peloton, ils verront pas la différence non plus. Ça sera toujours hyper dangereux. Après, est-ce que c'était Benoît Cosnefroy qui parlait de cette idée des cartons jaunes? Ça peut pas quand même empêcher d'avoir des récidivistes, des coureurs qui sont connus pour être dangereux un peu et frotter un peu comme des fous, de les calmer un petit peu et de les mettre en garde. Ouais, ça ferait pas de mal de mettre des mecs, de sanctionner certains, mais souvent, là, par exemple, le jury des commissaires, il déclasse un mec qui a pas bien gardé sa ligne au sprint. Ouais, Mathieu. Euh, voilà, par exemple, ou des mecs qui font vraiment des embardées dans les sprints, voilà. Mais Ouais. souvent, tu regardes le sprint, tu vas déclasser le mec qui fait un 2 ou 3 parce qu'il a fait une embardée, mais tu regardes toute la deuxième rangée derrière, du 3 au 10e au 15e, les mecs, ils font des embardées dans tous les sens. Et eux, Hmm. t'en parles pas Ouais. parce que, voilà. Mais des embardées où tu vas mettre souvent des cartons jaunes pour les mecs qui font des embardées à l'arrivée. Parce que c'est dangereux, ouais, mais c'est surtout parce que c'est scruté par tout le monde l'arrivée. Mais dans le peloton, pendant 20 bornes où ça frotte des fois comme des malades, tu mets un Ouais. carton à parce que tout le monde passe et en fait c'est une chaîne sans fin. Tu passes, tu te fais doubler, tu repasses, tu mets ton guidon là où il y a de la place, tu vires un peu les mecs, mais moi je vois pas de solution en fait. C'est un débat que j'adore, mais je vois pas de solution. À part, Ouais. moi j'ai qu'une solution, c'est de mettre l'arrêt des 3 bornes à 5. Mais il y a déjà des coureurs qui sont pas d'accord. Ils disent non, c'est pas normal. Mais je pense que ça arrangerait certains coursiers, ça arrangerait aussi un peu la sécurité. Parce que dans le tour, par exemple, tous les leaders ils frottent et tout, enfin même pas que dans le tour, mais tous les leaders ils frottent. Ça aussi, c'est une aberration. Tu prends le Mm. départ du tour. Tu as quoi? Deux, trois coureurs qui viennent au Tour de France pour gagner le tour. Tous Ouais. les autres, ils viennent. On a 10-15 qui viennent pour le faire le meilleur général possible, mais pas pour gagner le tour. Ouais, ouais, ouais.
Ils frottent comme s'ils allaient, c'était grave d'aller prendre une cassure de 20 secondes le premier jour ou le troisième jour. Mm. Mm. Tu prends un gars comme David Godu qui fait 4 du tour il y a 2 ans, je crois. Il fait 4 du tour, il est à un quart d'heure. Il perd Ouais. 30 secondes le premier jour. Enfin, j'ai rien contre David, c'est j'aime bien. Mais Ouais. voilà, pour tous les leaders, on va dire qu'ils sont pas là pour gagner le tour. Avec tout le respect que j'ai pour David, il est pas là pour gagner le tour normalement, à moins de grosses circonstances hyper favorables. Ouais. Bah, t'en as qu'un avec tout leur train, toute leur équipe, qui sont là comme si ils allaient gagner le tour. Alors Oui. que Mm. en pire, s'il y avait une chute, ils prendraient 30 secondes. Et la première étape de montagne, on leur laisserait un peu plus de temps, ils iraient dans l'échappée et ils rattraperaient leurs 30 secondes. Regarde Guillaume Martin. Tous les ans, c'est ce qu'il fait. Il perd un peu de temps, il rattrape largement. Mm. Donc, en fait, tu mets déjà la règle des 5 bornes. Ben, moi, je pense que ça en calme pas mal. Ils disent, bon, allez, 5 bornes, on se relève. Et puis, enfin, on se relève. On arrête de faire les. Pour moi, tu mets ton équipe clairement en danger. Si tu es un mec qui vise le top 5 ou 10 du tour, tu mets tout le monde en danger pour rien du tout. Tu mets les adversaires en danger, tu mets toi-même en danger, tes coéquipiers en danger, pour rien. Ouais. Parce que tu prends une malheureuse gamelle, parce que tu as été frotté, tu risques bien plus la gamelle que si tu es 2 tiers ou 3 tiers de peloton. Mm. Et ton tour est fini, tu as mis 7 mecs avec toi pour faire le tour, mais ton tour il est fini, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis voilà, donc tu as tout perdu. Mm. Alors que tu es en bonne santé, tes coéquipiers restent en bonne santé, toi, tu n'as encore pas tapé dans ton capital mental et tout. Et du coup, pour moi, c'est toutes ces attitudes cumulées qui font qu'il y a trop de monde qui frotte. Alors là, c'est dans le tour, mais tu prends une Mm. classique ou au Flandre, il faut que tout le monde frotte. Là, il y a plus de leader de général ou de leader de classique. Ouais. Tout le monde frotte. C'est un gros bazar, mais j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Moi, il y a un truc que je trouve assez fou, c'est quand, lors des sprints plus particulièrement, les équipiers qui se relèvent en plein milieu du peloton quand ils sont en tête et qui, bah, du coup, traversent pardon, tout le peloton entier bah, sans surveiller que derrière, les gens l'ont vu et tout. Souvent, ça provoque des chutes. Et je ne sais pas comment on pourrait l'éviter, mais mettre une règle en place, peut-être, pourquoi pas, pour les obliger à passer sur le côté. Parce que là, des fois, c'est même la guerre pour bah, finalement gêner tous ceux qui sont derrière le leader, quoi. Ah ouais, mais c'est tellement particulier avec le vent et tout. Tu t'écartes du côté où bah, ton leader va pas passer. S'il y a un virage un peu, si ça y est l'arrivée en courbe, bah, tu t'écartes pas du côté d'intérieur. Donc en fait, Ouais, tu fais comme tu peux. En fait, les mecs, ils font comme ils peuvent. Et malheureusement, ils gênent, mais moi, moi, je trouve que c'est aberrant. Le même système que je te disais tout à l'heure pour les mecs qui frottent, du général qui frottent à la fin. Tu prends les sprints du tour. Et tu ouais. as 3-4 sprinters qui peuvent gagner un sprint. Et pourtant, tu as 50 mecs qui sont là pour frotter parce que chaque sprinter a 5 mecs, 4 mecs, 3 mecs. Mm. Tu prends un sprint intermédiaire du tour, à 100 bornes de l'arrivée. Tu as un malheureux ou deux malheureux coéquipiers quand mène le groupe des sprinters. Ils Mm. s'écartent, ils font leur sprint. Tu n'as jamais une gamelle, jamais une cassure. Le classement, c'est exactement le même que celui de l'arrivée, sauf que tu n'as pas tout le monde qui sont venus faire chier et prendre des risques de fou. Donc, Mm. faut faire alors? T'aurais que deux mecs qui emmènent, ça suffirait largement pour emmener tout un peloton. La preuve, au sprint intermédiaire, ils le font et c'est le même classement qu'à l'arrivée. Donc, Mm. mais comme il y a l'enjeu, bah effectivement, tu as envie d'aider ton collègue, bah tu dis il va pas se débrouiller tout seul, je vais aller l'emmener, je vais aller prendre le vent, je vais le remonter. Ouais, mais bah, ça fait des risques en plus, c'est normal. Moi, j'étais dans le groupe, donc j'étais dans le tas. Je peux pas dire c'est de la faute des autres et pas la mienne. J'y suis. Ouais. C'est la faute Mm. des coureurs. Mm. Et je Ap- vois pas de solution. Peut-être je vois pas ce qu'ils peuvent trouver. Parce que même que tu organiserais une course sur un circuit qui est prévu pour, un circuit automobile, tu prends la même chose, admettons. Mais Ouais. c'est très large, il y aurait beaucoup de vent et tout, mais les mecs, ils rouleraient quand même à 60 à l'heure à la fin, et puis s'il y a une chute, ça fait un strike. Vas-y, ap- Eric. Après, par rapport au sprint intermédiaire, la différence aussi, c'est que quand aujourd'hui, tu vois, dans la finale d'étape, ça commence déjà à embrayer à 15-20 bornes de l'arrivée. Tu as déjà les équipes qui commencent à se battre, à frotter à fond, alors que, bah, après, de ce qu'on voit aussi à la télé, sprint intermédiaire, ça a quand même l'air un peu plus, comment dire,
tranquille dans la manière d'être abordé, où voilà, ça embraye peut-être à 2-3 km avec les quelques équipiers. Donc du coup, après, je comprends ce que tu veux dire par les sprints intermédiaires, mais je pense pas non plus que l'état d'esprit soit le même, puisque bon, sprint intermédiaire, c'est surtout intéressant quand tu es en lutte pour le maillot vert, par exemple. Mais après, que tu gagnes un sprint intermédiaire ou non, bon, tu as des points maillot vert, tu as peut-être les primes, mais ça vaut pas non plus une étape du tour. Il y a aussi tout le prestige derrière pour l'étape du tour, quoi. Mais quand tu regardes un sprint intermédiaire, le classement, il est toujours le même qu'à l'arrivée, à un mec près, sauf que tu n'as aucun danger, quoi. Alors, on va dire, bah, du coup, maintenant, pour les sprints à l'arrivée, on met que deux mecs quand même tout le monde. C'est pas ça va leur plaire. Mais effectivement, non, ça n'a rien de comparable en termes d'intensité et de volonté des mecs, mais ça n'empêche que ça se passe très bien dans un sprint intermédiaire et à l'arrivée, ça se passe souvent mal. Mais les Mm. sprinters, c'est des particuliers, hein. Moi, je me rappelle de certaines courses où je sais plus ce que c'était cette course-là. Il y avait il y avait eu une chute, je sais pas, à 50 bornes de l'arrivée, il y avait un terre-plein dans une descente, un mec qui s'était enquillé dans un terre-plein. Donc Mm. tout le monde part. Et interruption de la course, là, il y a 2-3 ans, là. Interruption de la course parce qu'il n'y avait plus d'ambulance, toujours pareil. Donc Ah on oui, bah ouais. attend. Et là, on voit des mecs arriver, des mecs mais plumés, mais la gueule défoncée, les cuissards arrachés et tout, notamment un. Donc il s'est relevé, il est rentré. Et puis après, la course repart. L'arrivée au sprint, le mec, il va jouer encore sa vie à la fin. Tout le final, il a frotté comme un porc alors qu'il venait de se prendre, il aurait pu mourir 1 heure avant. Bah, Ouais. le mec, et les sprinters, je leur ai dit, et en fait, eux, ils disent, non, mais moi, quand je chute, ça m'enrage encore plus, j'ai encore plus envie d'y retourner. Donc en fait, on n'est pas fait tous pareil, hein. Et Ouais, bah. c'est pour ça que je vous dis que les mecs, c'est des furieux et on, on- on- on peut mettre des règles en place, mais malheureusement, je crois que je vois pas comment on peut. Ou alors plomber les vélos. Ouais. Tu plombes les vélos, tout le monde a un vélo de 15 kilos, là, on va rouler moins vite. Limiter les braquets, c'est injuste pour celui qui a de la force. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mm. Mais Tu plombes la, les vélos, la solution. les vélos de 15 kilos ou 20 kilos, bah là, on va avoir des problèmes à les emmener. On va rouler à 40 à la place de 60. Enfin, ils vont rouler, je suis plus. Benoît Cosnefroy lui propose de mettre des pneus un peu homogènes pour tout le monde et pour limiter, il dit que ça limiterait 30 watts ou je sais pas quoi. Ce que t'en Bah, penses, toi? bah, tu sais toujours qu'il y a des pneus plus ou moins rapides que d'autres avec le rendement, quoi. Et effectivement, bah, tu peux perdre quelques watts sur des pneus. Même si tu perds 30 watts, si on te fait les pneus les plus mauvais possibles au niveau rendement, ouais, tu vas perdre un peu. Peut-être c'est une solution, hein. En fait, c'est une sorte de. C'est pas bridé, en fait. C'est pas bridé en vitesse. C'est pas priver quelqu'un qui aurait de la force parce qu'on lui limite son braquet. Mais quelque part, t'empêches ton vélo d'avancer. Hmm. Alors, ça va à l'encontre de tous les principes d'une course et du travail des fabricants, mais dans tous les cas, n'importe quelle décision rendra enfin, des gens mécontents. Hmm. Peut-être, mais sur juste des pneus, j'ai du mal à croire que ça freine tant que ça. Ça va freiner, ça ira un tout Ouais. petit peu moins vite. Hmm. Mais moi, je veux bien. Moi, franchement, pendant que j'étais coureur, je voulais vraiment de la sécurité à mort. Je prenais Hmm. pas de risques. Et je me suis jamais rien pété. J'ai jamais pris de grosses tôles parce que j'étais pas dans les zones à risque. Je suis pas un gars des classiques. Je suis pas un gars des sprints non plus. Donc, tous ces mecs-là, moi, je les plains. Ils ont pas le même métier que moi j'avais, hein. Hmm. À la fin, j'en pouvais plus. À la fin, je supportais plus les autres coureurs dans le peloton. C'était que des conneries, n'importe quoi, tout le temps. Les mecs, ils doublent n'importe où dans l'herbe, sur les trottoirs, mais partout, partout, partout. Des grands coups de patin, c'était. Les mecs, je les supportais plus. Je supportais plus que mes copains. Je pouvais Ouais. plus les voir. À la fin, j'ai plus rien à faire là. Mon métier, c'est fini pour moi. Mais peut-être qu'il y a plein de coureurs finalement qui s'en foutent, hein, des risques, hein. Moi, Hmm. j'interprète ça parce que je me dis, sinon, ils prendraient pas autant de risques. Et justement, tu disais grand coup de patin. T'es plutôt frein à patin ou frein à disque, pardon. Il n'y a personne qui me referait remonter sur un vélo à patins maintenant, hein. Parce que j'ai suffisamment connu d'équipes où j'avais des freins à patins mais qui freinaient rien du tout, Ouais. combinés en plus avec des pneus qui accrochaient rien, alors laisse tomber. Hmm. Et
dès qu'il pleut un petit peu, mais tu es un danger public avec des patins. Dans un peloton, c'est pas Mm. comme si j'allais rouler ce matin avec mon vélo à patins, là. C'est dans un Ouais. peloton avec des malades. C'est pas pareil. Je peux te dire que je suis très content d'avoir eu des freins à disque. Et alors, il y en a plein qui disent, ouais, mais vu que tu as des freins à disque, tu te sens en sécurité. Tu aurais des freins à patins, tu freinerais 200 mètres avant le virage. Mm. Ouais, c'est vrai, à 200 mètres avant le virage. Mais en même temps, en cas de problème, je préfère avoir des freins à disque parce que freiner 200 mètres dans un virage, c'est bien, mais à n'importe quel moment, tu as un danger, tu as besoin de t'arrêter quoi, dans le peloton. C'est pas juste, ah bah il y a un virage, je vais le prendre à 200 mètres, je vais freiner, ça va passer tranquille. Non, parce que les autres, c'est des furieux autour. Et je préfère largement avoir des freins qui freinent, surtout avec des vélos qui vont vite. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi paradoxalement quand on voit à travers les Flandres, les trucs comme ça. En général, quand il y a des grosses tracks, tu vois, les coureurs qui, entre guillemets, s'empilent, les deux, trois premiers rangs, on va dire, mais tu vois directement que derrière, quand même, ça a le temps, sur une très courte distance, quand même, de ralentir assez, poser peut-être un petit pied à terre et contourner le truc, quand même, c'est quand même assez impressionnant aussi quand, malheureusement, il y a des chutes, quand tu vois ça, c'est quand même aussi vraiment impressionnant. Les disques, enfin, je sais pas si vous roulez en disque ou quoi, mais les disques, ça pile Mm. pas, tu passes pas souvent avec des disques, hein. Ouais. Euh, Ça freine, ça freine. C'est comme si moi, avec ta voiture, je te disais, bah, on va te mettre des freins moins bien parce que vu que tu as des bons freins, tu vas rouler plus vite. Bah non. Mm. Je suis bien content de pouvoir m'arrêter s'il y a un problème. Ta voiture, elle roule à 200, mais c'est pas pour ça que tu prends tous les virages à 200. Tu prends les Ouais. virages qui vont bien. Et puis, et si tu vas trop vite, tu vas dans le décor, mais c'est pas de la faute de la radio qui marchait ou de ton compteur sur ta bagnole. C'est que tu as été trop vite à un endroit où ça passait pas aussi vite. Ou alors que tu as touché un mec et que ça a fait un mouvement de peloton et ça fait un jeu de quilles. Mm. Donc, moi, sur les freins, je suis vraiment catégorique. Il faut demander aux coureurs, encore une fois, je suis plus dans le peloton. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de coureurs qui voudraient retourner en patin. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Et justement, il faut écouter les coureurs. Benoît, il a raison. Éventuellement, de donner des idées. Mm. Là, Van Der Poel, la dernière fois qu'il a été sur le sujet, il a dit bah, je crois que c'est peut-être les coureurs qui devraient peut-être pas y aller quand ils y vont, quoi. On doit réfléchir avant de s'engager si ça passe ou si ça passe pas. Mais dans un peloton, t'es toujours, t'es toujours en train de prendre une décision. Tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps, hein. Tu repars, tu prends des décisions tout le temps. Les mecs, ils sont ultra concentrés. C'est pas des gars qui sont dans la lune. Ils font ça toute la journée, les gars. Ouais. Ouais. Euh, et, enfin, vous avez vu les vidéos en immersion là dans un Mm. peloton, comment ça se passe? Ouais. Ouais. Incroyable. Ouais. T'as pas envie d'y être. Donc c'est comme ça. Et moi, je pense il faut vraiment demander aux coureurs parce que les consultants à la télé ou les journalistes et tout ça, ils sont pas dans le peloton ou ils y sont plus. Ah Moi, non. j'y suis. Je donne mon avis, mais j'y suis plus. Mais si j'y étais, je dirais la même chose. Par contre, euh, quelqu'un qui a été coureur il y a 30 ans, il a pas le même regard que quelqu'un qui est dans le peloton aujourd'hui. Mm. Et, Mm. ce qu'il faut, c'est que les coureurs soient. Enfin, c'est pareil. Tu as des coureurs qui vont pas être d'accord avec d'autres. Ouais, Celui qui ouais. frotte pas, c'est dangereux. Celui qui frotte bien, il va dire que c'est pas aussi dangereux que ça. Après, on a juste un casque sur la tête. À mon avis, on peut pas reprocher à des coureurs de vouloir frotter, de vouloir bah, forcément s'imposer, être le meilleur. Je pense à Danny Van Poppel, je sais plus, il y a quelques semaines, qui est passé dans un virage, qui a coupé le virage et c'était un coup de génie parce que c'est passé. Mais s'il fait tomber tout le monde, c'est pas un coup de génie. Et on peut pas Ah lui ouais, ouais. reprocher d'avoir tenté. Mais, mais Tu as voilà. vu regarde les descentes de Moritz. Il n'y a Ouais. personne qui lui dit, son directeur sportif, qui lui dit de prendre des risques comme ça. C'est lui. Mm. Mm. Il aurait pu courir à Milan-San Remo déjà. Ça s'est bien passé pour lui. Bon, il a Mm. gagné. Il a Ouais. raison. Mais le reste des descentes qu'il fait, il est à la limite. Alors, sa limite, elle est peut-être plus loin que la limite des trois quarts des autres. Mais un Mm. jour, lui, faudra pas qu'il se plaigne, quoi. C'est con. Ouais. Mais vraiment avec le feu. Et il y en a d'autres comme ça. Mais nous, on s'en fout. On est devant notre télé, sur notre canapé. On les prend pas, les risques. Ah, bah dis donc, Mm. il est... Ah, ouais, il en a pris une bonne. Et malheureusement, C'est le il avait risque. même dit, ah, suis-moi pas dans la descente, toi, la sécurité, c'est ça, bah suis-moi pas. Là, il a eu raison, parce que l'autre, ça se trouve, il serait mort. Donc, tu peux,
T'as vu les routes qu'on prend? Si c'est pas. Parce que c'est facile de dire, ah, bah, le virage, il n'était pas sécurisé, il y avait des cailloux à la sortie. Alors, effectivement, ouais. Hmm. Mais si c'est pas ça va être une bagnole qui est garée. Si c'est pas une bagnole de garée, ça va être un poteau ou un panneau ou une barrière ou je sais pas quoi qui va traîner là. Et Ouais. après le coup, tu vas dire, ah ben, on va faire là, mais regarde en direct une course de télé, tu regardes à la télé, tu regardes à droite, à gauche de la route, t'as que des obstacles partout qui sont garés, qui sont sur le bord. Hmm. Un coup de malchance en pleine poire. Ouais. Je vois pas ce qu'il faut faire. Si, tu peux faire ça sur un circuit automobile, mais ça va être moins rigolo. Ce qui est assez marrant, c'est de voir Marc Madiot qui, lui, protégeait les coureurs en disant que c'était aussi les parcours qui étaient dangereux, que on voit, il y a certaines courses qui sont plus dangereuses en plus que d'autres. Je pense au Tour de Pologne où quasiment tous les ans, il y a des drames, des graves chutes qui arrivent. Est-ce que tu penses que c'est réellement une piste que certaines courses ne devraient pas être au calendrier ou que certaines courses ne devraient pas être un peu Les remises arrêts en question? au final, c'est toujours chaotique parce que des fois, tu fais 200 bornes sur des belles routes nickel. Les 5 Mm, derniers bornes sont infernales. Parce que quoi, tu arrives dans une ville. L'arrivée, elle est dans une mm, ville. Donc, tu as tous les aménagements. Tu as fait 200 bornes nickel, tu arrives, les pires routes sont le final. Ça n'a pas de sens, mais c'est la réalité. Et c'est quasiment tout le temps comme ça. Donc, et en plus de ça, des fois, mais les arrivées, mais elles sont pourries. Moi, c'est pas compliqué. Comme je frottais pas, je regardais le book la veille de la course. Alors, les 5 derniers bornes, c'est comment? Bah, aujourd'hui, je gagnerai pas. Parce que je savais très bien pas frotter et que l'arrivée était pourrie pour moi. Et du coup, je m'intéressais même presque pas à la course, que je disais, ben, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Ça va arriver avec un groupe, je frotte pas, je prends pas assez de risques. Donc, moi, je prenais pas assez de risques parce que j'avais peur d'aller me fracasser, c'est tout. mm. Euh, c'est tout. Je trouve que le vélo, c'est un sport où tu dépends trop des autres. Tu te fais foutre en l'air par d'autres mecs tout le temps. Donc, bah, ça me faisait un très, très, très gros défaut. Je serais manager d'équipe, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais que des mecs qui frottent. Parce que si tu frottes pas, t'es à la ramasse, quoi. Moi, je trouve fou quand on voit Fabio Jakobsen, par exemple, qui est passé à deux doigts de la mort et qui maintenant va refrotter dans un sprint. Bon, certes, il frotte un petit peu moins bien qu'il y a quelques années, mais il prend peut-être un tout petit peu moins de risques, mais il prend quand même quasiment les risques maximums pour aller gagner comme il a gagné sur le Tour il y a quelques années. Enfin, on a l'impression que ces coureurs-là, en fait, ils débranchent totalement le cerveau au moment de leur sprint et Ouais, c'est c'est assez. ça, ouais, ouais. Ils ont une mentalité qui est pas comme la mienne, en tout cas, d'être un peu plus soft, de dire, attends, ça va peut-être pas passer là. Ils se posent pas la question, hein. Ouais. Ils disent tous, c'est quoi leur truc? C'est la gagne ou l'hôpital. Donc, aujourd'hui, c'est la gagne ou l'hôpital. T'entends ça des fois? Ouais, Mm. alors, on en rigole dans un bus avant le départ. Sauf que 5 heures après, tu rigoles plus des fois. Après, Bon, ce qui pourrait après, être intéressant, c'est quand on voit la chute au Pays Basque, on voit aussi qu'il y avait la route du coup qui était cabossée par les racines d'arbres. Ce sera peut-être aussi intéressant que les pouvoirs publics globalement prennent aussi un peu plus leurs responsabilités. Alors c'est aussi une partie de l'organisateur, voilà, quand la route, le danger est augmenté par ce genre de truc, je pense aussi que c'est à l'organisateur et surtout au pouvoir public de s'assurer quand même que la route, enfin, pas que ce soit un goudron dernier cri comme on peut voir généralement quand c'est sur le Tour de France, mais à défaut d'avoir une route au moins où t'as pas des bosses ou des nids de poules qui viennent t'augmenter les dangers, des mini trucs comme ça qui d'un coup un petit rebond, un petit bond et puis bah tu perds le guidon quoi. pour une course de 200 bornes, il faut que l'organisateur il passe sur des routes qui sont pas à lui déjà. Hmm. Les gens ils sont bien gentils dans les communes de nous faire passer par leur village ou dans les routes. Ouais. En plus, il faut leur demander qu'ils rafistolent tout. Ça me paraît dur, sachant que des routes comme ça avec des racines ou des trous, t'en passes partout. En Belgique, c'est que ça. Euh, et, et en plus, quand tu as des zones un peu piégeuses comme ça, merdique où tu sais que ça va être une route pourrie, qu'est-ce qui se passe? Ou une descente dangereuse? Bah, les mecs, ils frottent pour se servir du moment qui est dangereux pour mettre les Ouais. autres en difficulté. Tu vas neutraliser une partie de la course parce que c'est trop dangereux, alors que depuis la nuit des temps, il y en a qui descendent mieux que d'autres, il y en a qui passent mieux les obstacles que d'autres. Bah, je sais pas. Alors, au nom de la sécurité, peut-être qu'on peut prendre des décisions comme ça, mais la gueule des courses après, je ne sais pas ce que ça va faire. Euh,
Ça, C'est comme, c'est très bien. Maintenant, enfin, moi, depuis quelques temps, il y a eu vachement de courses où les mecs faisaient les descentes à bloc par ouais, rapport à avant. Maintenant, c'est la course dans les descentes. Tu gagnes des courses dans les descentes. Tu mets les autres en difficulté dans les descentes. Puis alors, si c'est mouillé, c'est encore mieux. Parce que ouais, là, c'est le top. Tu descends un peu bien alors que c'est mouillé, là, t'es le roi du monde. Surtout si tu as des pneus qui tiennent bien. Parce que moi, j'ai fait des équipes où tu avais des pneus pourris, sous la pluie, c'était des savonnettes. Bah, en haut de la bosse, t'étais dans les 5 du peloton. En bas de la bosse, t'étais viré du peloton parce que en bas de la descente, t'étais viré parce que tu pouvais suivre personne. Suffit que tu avais des freins en plus pourris aussi. Bah, en fait, tu descendais sur des œufs. Et les autres ouais. étaient bien contents de faire des différences. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Les gens disent ouais, mais c'est trop dangereux. Mais plus c'est dangereux, plus il y en a qui aiment parce que ça fait des différences et tu t'en sers pour, bah, pour faire la différence. Ouais. Après, moi, je pense que cependant, les fameuses racines d'arbres, etc., on peut pas forcément toujours tout éviter sur 200 bornes, comme tu dis, de course. Par contre, les arrivées, quand tu as un virage à 100 mètres de la ligne où on sait très bien comment ça se passe dans une course, tout le monde veut se placer et tout, les arrivées où tu as 5 mètres d'écart et que tu peux passer que à 2 ou à 3 coureurs, enfin, pour moi, c'est aussi une faute des organisations qui doivent prendre en compte la sécurité des coureurs. C'est incroyable le nombre d'arrivées pourries à moitié en virage ou avec des espèces de virages merdiques juste avant. Je parle pas de l'approche du sprint, l'approche les deux, trois derniers bornes où effectivement les sprinteurs ils aiment bien quand c'est un petit peu, il y a deux, trois virages vraiment un peu serrés, Ouais. comme ça tape le pont et c'est moins le bazar pour eux. Parce que quand tu as une Mm. grosse arrivée en ligne droite tout en boule, là c'est vraiment plus dangereux pour les sprinteurs et leur train. Mais ils aiment bien quand c'est étiré. Donc étiré, c'est bien, Ouais. mais à 200-300 mètres de la ligne, tu mets plus rien. Même à 400-500 mètres, pour moi, tu mets plus rien. Tu laisses une belle arrivée. Et le nombre Mm. d'arrivées pourries, mais moi, je me rappelle ma dernière saison, c'était quasi toutes les courses avec des arrivées dangereuses comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Mm. Ben, si. Mais soi-disant, il y a déjà des règlements là-dessus où les organisateurs, ils doivent pas. Ouais, il voulait, à un moment, il voulait aussi faire en sorte que d'anciens coureurs soient en gros valides, entre guillemets, les arrivées à cause déjà, mais ça, c'est un débat qui a depuis quelques années, mais ça milite aussi pour que t'aies, entre guillemets, des anciens pros qui soient des sortes de représentants et qui aillent vérifier sur chaque course les arrivées pour dire, OK, là, c'est bien, là, faut changer, des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est aussi, ça peut être une bonne idée, mais c'est très compliqué à mettre en place, quoi. Des délégués à la sécurité qui se déplaceraient sur les événements en amont, quoi, ouais, de 1 an ou 6 mois à l'avance quand ils prévoient les parcours. Ça peut toujours se faire. Ça peut toujours se faire. Ouais, c'est peut-être pas encore le cas, mais pour moi, pour moi, les arrivées, elles sont soumises à quelqu'un du CI ou je sais Ouais. pas, ça, je sais pas si Mais c'est le cas. Il me semble que dans le règlement, il y a un truc qui dit ça. Parce que j'ai des amis justement qui organisent la route Tourangelle et ils me disent que ouais, on leur impose des trucs. ouais. Et quand ils voient des courses à la télé, eh ben, c'est pas respecté. Ok. Donc, Ouais. il y a quelque chose là-dessus qui va pas. Sur les arrivées, moi, je suis d'accord. Les arrivées, il y en a beaucoup qui sont trop dangereuses Ouais. dans les 500-600 derniers mètres, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est fou. C'est fou. Et puis même le fait que l'UCI préfère se pencher des fois sur des aberrations. Je me souviens, c'était Michael Schar qui avait balancé un bidon par terre et qui s'était fait disqualifier de la course juste pour un bidon. Il préfère s'occuper de ça des fois plutôt que d'autres sujets qui sont. Parce que, pour faire ça, ils pensent qu'ils sont compétents. C'est facile. Ah bah il y a un Ouais. gars qui fait ça, on sanctionne direct. Bah ouais. Mais effectivement, pour des sujets plus compliqués, là, en fait, tout est compliqué. Si tu veux, toutes les décisions à prendre sont compliquées. Est-ce que on dit aux fabricants de nous mettre des vélos, de mettre des vélos aux coureurs, des vélos pourris, pour que que les gars ils soient pas capables d'aller à plus de 45 à l'heure? Euh, Mm. qui va dire oui au nom de la sécurité? Je sais pas. Qui va dire oui pour d'autres solutions? Pour moi, il faut absolument signaler les dangers, signaler. Au pire, tu bouges pas tu laisses les racines d'arbres dans le virage.
bah, c'est pas que c'est pas grave, mais tu signales encore plus. Mais le virage, il était signalé, hein. Il y avait un sacré panneau quand même avant le virage. Bon, ça, c'est sûr que la sortie de virage, quand tu loupes le virage, tu files dans des rochers ou dans un fossé en béton. Sortie de virage, Mm. je sais pas ce qu'il aurait pu faire, peut-être matelassé. Mais Mm. effectivement, faut pas avoir peur à des endroits comme ça où tu connais un peu un endroit un peu con, sur prévenir. Mais pour le reste, éviter les arrivées pourries. Moi, je te dis, tu mets la règle des 3 bornes au 5 et tu protèges. Le reste, je vois pas. À part plomber les vélos ou freiner les vélos peut-être par les pneus, mais les pneus, ou alors tu gonfles à l'eau, hein. Tu mets des pneus gonflés à l'eau, Ouais. tu vas pas vite, hein. Mm. Tu peux faire, tu peux faire un truc de ce genre-là, mais qui va, enfin, ça va amuser qui? Mm. Je sais. Ouais. Alors, on a parlé de la dangerosité des coureurs, on a parlé de l'organisation. Il y a aussi une autre question, une autre peut-être piste de toutes ces chutes. Des fois, c'est aussi les spectateurs qui, on l'a vu, Mathieu Van Der Poel n'est pas tombé sur Paris-Roubaix, mais cette spectatrice qui lui lance sa casquette dans le rayon, qui aurait pu être dramatique. On avait vu Roglic qui s'était pris une pancarte il y a quelques années. Bah, au Les arrivées, Piomi sur le tour, hein. Au Piomi sur le tour, oui, et puis je pense toutes les arrivées là où le public est collé au hein. Ouais. coureur, qui n'a pas du tout la place pour passer. Surtout dans les montées Pogacar, en plus, hein. Surtout dans les montées. C'est un truc de fou. Parce que c'est toute la journée. Et les mecs, ils ouais. sont, bah oui, ils avancent sur la route, il y a tout, 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 tout. Sur le bord de la route, tu vois tout quand tu es coureur, surtout sur le Mm, tour. Et tu te dis, mm, mais comment ça ne chute pas? Moi, ouais, je ne comprends pas comment ça peut ne pas chuter avec tous les spectateurs qui font n'importe quoi sur le bord. mm, Je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je dis c'est des miracles qu'il n'y en ait pas des cartons comme ça sur toutes les courses et tout le temps, parce que tu es toujours en train d'éviter des dangers, tout le temps, mm, multiplié par ouais, 150 mecs qui font que d'éviter des dangers. Bah, de temps en temps, ça casse, quoi. Et là, il se trouve qu'il y a eu deux, trois épisodes de grosses casses à la suite, mais en soi, c'est la loterie, quoi. Ça se trouve, pendant 2 mois, mm, là, il y aura plus de carton. mm, Euh, et puis voilà. Ouais, carrément, les spectateurs, c'est dangereux, mais en fait, mais tout est dangereux. mm, Tout est vraiment avec des trucs dangereux. Donc, les spectateurs, ça en rajoute. Après, niveau sécurité, on a juste un casque. Est-ce que tu ouais. vas faire porter un casque intégral à des mecs qui courent avec 35 degrés? Je pense Non, pas. Il y a les fameux gilets là qui se gonflent ou Ouais, une sorte d'airbag. coquent et tout. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Après, t'as pas courir en armure, hein, enfin avec une espèce d'armure autour de toi, ça me paraît dur. ouais. Mais on entend de tout, donc pourquoi pas explorer ces pistes de protection encore plus, peut-être au niveau du dos, parce que moi, quand je l'ai vu, la gamelle, j'ai dit, c'est sûr, il y a des vertèbres de pété dans le tas, là. Bah, tu vois, Mm, il y en a eu des vertèbres de pété. Et mm, là, ça, quand même, c'est du sérieux, quand même, les vertèbres. mm, Peut-être, ouais. peut-être, il y a peut-être déjà des boîtes qui développent des systèmes un peu de protection comme ça, qui seraient pas trop encombrants sur le vélo et qui seraient obligatoires, par exemple. Mm. Malheureusement, Ah, je lis tous les commentaires, j'aime bien les lire. Il y a des mecs qui ont des idées, mais il y a plein d'idées absurdes. Mais mm. Mais dans toutes les équipes, on n'a même pas vu une bonne. Ouais, j'ai écouté Marc Madio, mais Marc, il défendait ses coureurs parce qu'il était énervé. Oui, il est en colère. Mais il défendait ses coureurs, mais en même temps, ses coureurs, ils sont comme les autres, ils prennent autant de risques que les autres. Et il y a beaucoup même Stéphane Kung hein, qui a dit, bah ouais, il y a des responsabilités des coureurs énormément. Donc Marc, il a dit ça, mais au fond, s'il réfléchit un tout petit peu, il va dire, ah, putain, bah ouais, il y a pas. Ce qui réclame des solutions, il dit, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Ouais. Mais, il en a pas proposé une non plus parce il en est pas capable, je pense. Mais personne n'en est capable. Mm, mm. Donc, À mon en fait, avis, moi, je pense que c'est une sorte aussi de cercle vicieux dans un sport spectacle où les coureurs veulent faire le show, où on veut montrer, enfin, que ce soit même quand on parlait des spectateurs, on aime ces images de foule, des coureurs qui fendent de la foule, etc. Mais on n'aimerait pas que l'arrivée soit mise avec des barrières, avec des huis clos dans les montées, etc. non plus. Donc, enfin, c'est un cercle vicieux, je pense, entre vouloir du spectacle et la sécurité des coureurs, quoi, je pense. la sécurité des coureurs, malheureusement, ils l'auront jamais. Ouais. Déjà, il faut comprendre ça. Il y aura jamais la sécurité des coureurs.
Mm. Après, on peut encore en enlever. On peut encore enlever des coureurs au départ. Tu Ouais. mets 100 coureurs au départ à la place de 150. Ça élimine déjà beaucoup de risques en moins. Mais faire Ouais. des courses à... Ouais, franchement, faire des courses à 100, ça arrive de temps en temps sur des petites coupes de France ou quoi. T'es 100 au Mm. départ. Bon, le temps, il est soft, hein. Bon, ça frotte toujours, mais vu que tu as vachement moins de monde au même endroit, bah en fait, ça passe vachement mieux que Mm. 160, 170 des fois, ou je sais pas combien. Ça fait un petit peu beaucoup. Peut-être qu'ils réduiront encore un petit peu à l'avenir. Ça, dans tous les cas, ça c'est clair que ça diminue les risques d'être moins nombreux. Il n'y a pas photo. Mm. C'est mécanique, enfin, c'est logique. Donc ça c'est sûr. Après, pour le reste, Même, de toute façon, on l'a vu, on a eu de la chance ce week-end à Paris-Roubaix avec la fameuse trouée d'Arambert, cette fameuse chicane qui a fait parler, qui a fait énormément parler même sur les réseaux sociaux, etc. C'est sûr que là, ça s'est très bien passé parce que la course avait déjà explosé, qu'il y avait plus que 20-30 coureurs et que au moins à 20-30 coureurs, ça frotte moins. Mais je sais pas toi d'ailleurs ce que tu en penses de cette chicane, mais finalement, ça s'est pas si mal fait que ça. euh, bah, je suis ni pour ni contre. En fait, la chicane, effectivement, c'est l'endroit, comme ils disent, un des plus tendus de l'année. Cette zone, effectivement, t'arrives à bloc sur une route complètement défoncée où tout le monde va forcément faire n'importe quoi. Alors, s'il pleut, c'est l'enfer. Donc, la chicane, elle a le mérite au moins que s'il y a une grosse gamelle, la trouée, elle est pas bouchée, quoi. Déjà. Ouais. Mais le problème, c'est que la gamelle, tu peux pas la prévoir. Les mecs, ils savent tous qu'il y a une chicane. Bon, là, ils seraient arrivés à 150 sur la chicane. Ça aurait fait, euh, Ça aurait fait tout ce que ça fait d'habitude, c'est-à-dire frotter comme des malades. Mais aussi bien, ça serait passé, personne ne serait tombé, quoi. Parce que c'est comme ça tous les jours. Il y a tellement d'endroits où c'est tellement dangereux à mort, mais ça tombe pas. Là, tu peux faire ta chicane pendant 20 ans, ça se trouve, tu n'auras aucune chute. Et au 21e fois, ça va faire des mecs partout par terre et des blessés très, très, très graves. Et tu vas dire quoi? Il faut Mm. arrêter la chicane. Donc, en fait, c'est pas. Tu déplaces un petit peu le problème, mais bon, c'est vrai que cartonner à 60 à l'heure sur les pavés dans les barrières, c'est peut-être pas génial quand même. Vaut peut-être mieux tomber Ouais. sur le goudron. Mais en fait, je suis ni pour ni contre. Bon, ça me concerne pas, alors c'est sûr, mais par contre, tu vois, par exemple, moi, quand j'étais coureur, je préférais vachement courir en World Tour. Ok. World Tour, des plus belles routes. Ouais. Euh, les coureurs savent mieux rouler quand même entre eux. Il y a quand même malgré Ils ont tout plus plus de respect. d'expérience. Ouais. Et, que tu vas en classe 2, mais alors les classes 2, mais le classe 2, tu veux mourir, tu vas en classe 2. Toutes les Coupes de France, tout ça, j'aimais pas ça parce que c'est souvent sur des parcours un peu dangereux aussi, merdiques. J'aimais pas ça. J'aimais bien les courses World Tour. Tu savais que tu étais la plupart du temps sur des bonnes routes quand même. Ouais. Bon, hors Ouais. classique, les routes sont pourries exprès avec les pavés, mais le peloton World Tour, je trouvais que j'étais plus en sécurité en World Tour, moi. Mm. Mais Le peloton. est-ce que le fait que... Ah oui, pardon. Vas-y, continue, pardon, je t'ai Ouais, je coupé. trouvais que les routes étaient meilleures et le simple fait que ce soit des belles routes, des grands axes, je veux dire par là, une plus grande partie de la journée, tu es sur des meilleures routes que sur des petites courses. Bah, je trouvais que tu étais plus en sécurité, quoi. Ouais. Quand t'as des belles routes, tu sais que c'est bien dégagé là pendant 30 bornes, t'as personne qui va frotter, hein. Tu roules à Mm. 60 à l'heure s'il faut, mais t'as personne qui frotte, donc c'est pas dangereux. C'est dangereux qu'au moment donné où il y a de la tension parce il y a une zone clé, quoi. Ouais. Ouais. Mm. Mais est-ce que on a quand même un peloton qui est de plus en plus jeune, avec des coureurs qui passent très vite, qui passent des fois même pas par les catégories espoirs, qui passent de junior direct à élite, qui manquent peut-être un petit peu d'expérience. Est-ce que ça explique pas aussi des fois leur inexpérience pour frotter et pour après, même si c'est pas forcément eux particulièrement qui tombent plus que les autres, mais peut-être que c'est aussi des comportements qui changent un peu dans le peloton, quoi. Ouais, un petit peu, peut-être, ça peut jouer un petit peu, mais franchement, moi, j'ai pas l'impression que quand j'avais 20 ans, j'étais moins habile qu'à 35 ans ou à 30 ans. Ok, ouais. Euh, Souvent, les mecs, ils font du vélo depuis très longtemps. Enfin, peut-être que ça joue, enfin, oui, mais
Je pense pas que ce soit pour ça que ça chute. Regarde un mec comme Van Aert, tu peux pas faire beaucoup plus habile sur un vélo. Il s'est fait piéger par son propre coéquipier qui se mettait en danseuse devant lui, tu vois, dans un groupe de 40. Ouais. Ouais. Bon, à la Julien, pour trouver un mec qui pilote mieux son vélo que Julien, il faut déjà se lever de bonne heure. Ah oui, ouais. Et il se prend une moto qui traîne, il se prend des mecs au Stradé, il se prend des mecs à Liège, il se prend. Et pourtant le mec, il est ultra ultra pilote, quoi. Enfin, tu peux pas faire beaucoup mieux que Julien. Bah, il s'en prend quand même. Et des fois, c'est de sa faute. Donc, euh, donc, malheureusement, ça peut arriver à un peu tout le monde, hein. Mm. Ok. Est-ce que Yorick, t'as... Des fois, en fait, on veut trop chercher des responsables ou des problèmes là où en fait, il n'y en a peut-être pas, quoi. Ouais. Mais après, c'est intéressant que vous ayez des débats avec des mecs actuellement qui sont encore Mm. vraiment en pleine bourre, c'est-à-dire jouer la gagne et tout ça, qui sont au cœur vraiment. Moi, j'en Mm. connais, hein, je vois mes anciens coéquipiers ou des gars qui sont encore dans le peloton. Qu'est-ce qu'ils me disent? Bah, ça roule comme des tarés. Voilà. Ils disent que ça roule Ouais. comme des tarés. C'était comme ça Mm. déjà il y a 2 ans, quand j'ai arrêté. Il y a 15 ans ou 20 ans, quand je suis passé pro, bah, je disais que ça roulait comme des tarés aussi. Est-ce que Yorick, toi, t'as un mot Mm. à rajouter? Non, moi je pense qu'on a fait le tour. C'était très bien, très complet au niveau des explications. Voilà. C'est clair que de toute façon c'est un débat qui est sans fin, hein. Chacun a son avis. Comme tu as dit, Jonathan, voilà, il y a des idées qui sont peut-être plus pertinentes que d'autres, mais quand on voit, c'est un phénomène qui est un peu amplifié par rapport à ce qui se passe actuellement. Forcément, quand tu as Remco, quand tu as Van Aert, quand tu as Vingegaard, quand tu as Roglic qui en moins d'un mois sont out pour leurs principaux objectifs, ou en tout cas l'objectif est compromis, forcément ça fait beaucoup plus parler d'un coup, quoi. Mais c'est un Mm. débat sans fin et le mieux que tu puisses faire, c'est limiter au maximum. Donc, le débat, il est bien. Quand tu écoutes les gens, ils, enfin, ils sont contre des choses ou ils disent des choses, mais sans aucun argument. C'est-à-dire, ou alors ils te proposent rien, ils disent il faut faire quelque chose, mais ils n'ont pas de solution. Ou Mm. alors ils disent non, contre ça, mais ils disent pas pourquoi. Au moins, moi, je pense que il faut écouter les coureurs quand même. Il faut vraiment écouter les coureurs. T'as jamais un coureur qui a dit c'est à cause des oreillettes qu'on tombe parce que tout le monde parle dans l'oreillette ou tout le monde regarde son compteur. Ça serait Ouais. le cas. Mais arrêtez de regarder vos compteurs. Il faut faire quelque chose pour les compteurs. Mais il y a jamais un coureur qui a dit ça. Ouais. Euh, Ouais. il semble qu'il faut essayer de voir avec les coureurs eux-mêmes ce qu'ils en pensent, mais je crois qu'ils diront pas grand-chose de différent de moi. Mm. Après, moi, t'en as, ça les dérange pas de frotter. Voilà. Je me rappelle Van Ouais. Der Poel, il y a quelques années, déjà, il y avait eu une question hein, sur les chutes il y a déjà plusieurs années. Et il avait dit si tu commences à penser à ça, faut que tu arrêtes. Ouais. Ouais. Il avait dit ça il y a au moins 2 3 ans. C'était peut-être bien le jour où Julien avait gagné la première étape du tour. Là. Il y avait eu un gros carton là, dans la descente. Ah oui, La la fosse au remise, loup, là. Ouais, la fosse au loup, là. la fameuse Que pancarte pour... 2021. Pas sûr que c'était là, hein, mais c'est peut-être là parce qu'il y était. C'était peut-être dans ces années-là. Il avait dit si tu commences à penser à ça, t'arrêtes. En gros, tu vas pas frotter, tu t'arrêtes le vélo, quoi. C'est plus ta Ouais. place. Et en fait, il y en a plein qui sont dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire, ça fait partie du truc de faire ta place. Moi, je veux pas dire, je suis un vieux con, alors je veux rien qu'on change, je veux faire tout comme avant et puis on change rien. Moi, je veux bien le Mm. changement. De toute façon, ce sera pour tout le monde pareil quand il y aura un changement. Donc, Mm. Ouais. Mm. voilà. L'UCI, ils Ok. disent, on, on fait des règles, ils les suivront. Moi, je serais content qu'il y ait des règles, hein. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, Voilà. c'était très intéressant de voir que ces coureurs-là, que les coureurs, qu'ils soient encore dans le peloton ou que, bah, comme toi, qui ne le sont plus depuis quelques années, discutent entre eux et essaient de chercher au moins quelques solutions pour essayer de, pas d'enlever les chutes, parce qu'on sait très bien que des chutes, il y en aura toujours, mais au moins essayer de les limiter un minimum, ça pourrait être déjà pas mal. Bon, ben, je crois, sauf si tu as quelque chose à rajouter, Yorick, ou toi, Jonathan. Non, moi, je suis bon, personnellement. Non, c'est bon, hein. Moi, je suis content. Mais j'ai pas beaucoup d'idées, malgré que je vois que c'est le bazar.
le constat, on l'a quasiment tous, mais en soi, après, des réelles solutions pertinentes et pas juste hypothétiques de dire, il faudrait faire ci, ça, ça, ça. C'est sûr que c'est, que c'est plus facile. Bon, ben, en tout cas, ben, merci, Jonathan, d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre. Ouais. Et c'est un plaisir de vous avoir découvert. Merci. Merci. Merci du coup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter, à nous dire dans les commentaires votre avis sur ces différentes chutes, vos solutions, etc. Puis en débattre dans les commentaires. Et puis, salut Goth. Salut, Goth. Salut!